Je suis dans un temple qui héberge des milliers de singes dans la ville de Lopburi, en Thaïlande. Enfin, qui est complètement envahi en fait. Ici, les macaques ont tous les droits. Ils peuvent voler de la nourriture, ils essayent de rentrer dans les maisons et ils sautent sur les touristes pour leur subtiliser leurs affaires. Ou pour essayer de leur voler leur micro-cravate aussi, ou leur bâton. Nine! Allez-vous-en les gars là. Enfin, je vais pas y arriver. C'est toujours le même, hein, c'est toujours lui là. Voilà ce que je dois gérer quand je tourne. Fous-moi la paix. En bas, sur le sol. À deux maintenant. Non, ça tu le manges pas. Non, c'est mauvais pour les dents. C'est mauvais pour les dents. Non, il y a même un cinéma qui est complètement interdit aux humains. Mais, va-t'en. Donc je disais, il y a même un cinéma qui est complètement interdit aux humains où l'un des clans de macaques a établi sa résidence. Parce que oui, il y a des clans. On estime qu'il y a à peu près 5000 macaques dans la ville de Lopburi et il y en aurait entre 1000 et 2000 juste dans ce temple. Évidemment, ces macaques n'ont pas du tout le même comportement que les macaques sauvages de la même espèce. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Comment la ville et les humains, en fait, changent le comportement des animaux avec qui ils interagissent. Et pour que ce soit plus simple de filmer, je vais faire ça ailleurs parce que là, c'est trop le bordel. Salut! Petit message très rapide pour vous dire que l'existence de ces vidéos repose désormais uniquement sur vous. Plus d'OPSP, plus de monétisation, juste votre soutien. Je vous explique la situation en détail à la fin de l'épisode, mais d'abord, revenons aux macaques citadins. La relation entre cette ville et ces singes remonte à la préhistoire. Ils vivaient à l'époque un peu partout dans les forêts de Thaïlande, et petit à petit, Lopburi est devenu un centre important pour les civilisations successives. Au XIIe siècle, les Khmers ont construit le temple du centre-ville, où vivent aujourd'hui les singes, et le roi Narai en a fait une capitale secondaire 500 ans plus tard. Pendant tout ce temps, les singes sont restés, et à mesure que les forêts régressaient, ils s'installaient dans la cité. Depuis des générations, les habitants les ont associés à une divinité hindouiste, Hanuman, le dieu singe, et ils profitent en quelque sorte de cette association spirituelle. En plus, ils ramènent les touristes, même s'ils sont une véritable nuisance pour les locaux. Enfin, une nuisance, je suis gentil. Ils sont un vrai problème potentiel de santé et de sécurité publique. En Inde, par exemple, les singes sont responsables de plus de 1800 morsures par an, juste à Delhi. Et il y a eu des morts, notamment pas mal de bébés. Pour faire face à ce fléau, l'Inde a lancé une campagne massive pour stériliser les singes. Mais il y avait toujours autant de problèmes. Et la raison, c'est que les villes et les humains qui vivent dedans modifient le comportement des singes. Dans ce cas précis, par exemple, les captures pour stériliser les jeunes macaques sont traumatisantes pour l'individu et surtout brisent un lien social avec le reste de la troupe. Ils sont mis à l'écart, ils ont du mal à s'intégrer, ils deviennent plus agressifs pour trouver de la nourriture. Bref, le programme de stérilisation crée accidentellement des délinquants. Allez là! Un peu partout sur la planète, on trouve des exemples de comment les humains ont modifié le comportement des singes. À Lopburi, ils utilisent les cheveux des touristes qu'ils arrachent comme fil dentaire. J'en ai même vu essayer avec des lacets. Comme quoi, l'hygiène bucco-dentaire, c'est important. À Bali, les singes ont aussi appris à devenir d'excellents négociateurs. Les chercheurs se sont posés dans un temple touristique et pendant près d'un an, ils ont filmé les interactions avec les touristes. Ils ont pu voir que les macaques ont tendance à voler des objets, ce qui est plutôt classique, mais surtout qu'ils ciblent les objets électroniques et les portefeuilles. L'idée, c'est que le touriste paniqué doit ensuite filer une rançon sous forme de bouffe pour récupérer son smartphone. Et plus l'objet a de la valeur, plus le singe demande une rançon importante avant de le rendre. Et ça, c'est parce qu'ils ont interagi avec nous qu'ils l'ont appris. Voilà. Allez, cherchez-moi les poux maintenant. Voilà, 1, 2, 3, 4, combien il y en a? Il y a toute la famille, c'est trop bien. Ah, ça me fait des frissons! Comparé à un écosystème naturel, une ville, c'est plus bruyant, plus lumineux, plus riche en nourriture, moins riche en prédateurs, plus de surface étanche et un environnement plus chaud. Pour certaines espèces, ça peut être une source d'opportunités, à condition de s'adapter un tout petit peu. Et depuis quelques années, des chercheurs découvrent énormément de nouveaux comportements qui sont adoptés par des animaux. Les chauves-souris, par exemple, utilisent les lampadaires comme pièges à insectes qui sont attirés par la lumière. De leur point de vue, un lampadaire, c'est une source de bouffe infinie, un peu à l'image des poubelles à compost pour les ratons laveurs, ou pour les ours noirs en Amérique du Nord, ou pour les rats partout dans le monde, ou pour les corbeaux à Tokyo.
Les corbeaux d'ailleurs se sont aussi rendus célèbres pour leur technique qui consiste à déposer des noix devant les voitures arrêtées au feu rouge afin de manger leur contenu une fois la coquille brisée sous les roues. Autre exemple, une équipe de chercheurs a montré que les pigeons ont acquis la capacité à reconnaître les visages des humains afin de discriminer qui pourrait les nourrir ou qui est agressif. J'en ai déjà parlé, mais les mésanges d'Angleterre ont aussi appris à ouvrir les opercules des bouteilles de lait déposées tous les matins devant les maisons, et une étude a montré que les moineaux qui se nourrissent aux abords des tables de restaurants font une évaluation assez précise des risques avant de se jeter sur les restes des clients qui ne savent pas manger proprement. On peut vraiment voir la ville comme une sorte de centre d'entraînement capable de rendre les animaux plus intelligents. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. Par exemple, pour concevoir des poubelles capables à la fois d'empêcher les animaux malins de s'y servir et à la fois d'être toujours pratiques à utiliser. Comme l'aurait dit un ranger du parc national de Yosemite, il existe un chevauchement considérable entre l'intelligence des ours les plus malins et celle des touristes les plus stupides. Mais les villes sont aussi des environnements très bruyants. Pas de souci pour de nombreuses espèces d'oiseaux qui chantent donc à des fréquences plus hautes qu'à la campagne, histoire de se faire entendre de leurs congénères dans un environnement urbain. Cependant, les villes ne sont pas conçues pour les animaux. Aux US, elles sont conçues pour les voitures, en Europe, certaines sont conçues pour empêcher les révolutionnaires de révolutionner, et ailleurs, elles sont conçues pour servir de borne maximale à l'absurdité que notre espèce peut atteindre. Bref, les animaux ne font pas vraiment partie de l'équation, ou rarement, et la pandémie de Covid l'a bien montré. La fermeture des frontières de Thaïlande a réduit le flux de voyageurs, donc plus de touristes à Lopburi, donc plus d'argent pour organiser des grosses libations de bouffe pour les macaques. Les singes, qui avaient faim, sont devenus de plus en plus agressifs et de gigantesques batailles ont éclaté dans les rues de Lopburi. C'est que leur population a explosé à cause des touristes qui les nourrissent, que ce soit de façon directe ou indirecte par leur argent, et la pandémie a montré que sans eux, la ville constituait un vrai piège pour ces milliers de singes qui ne savent pas se débrouiller autrement. Le concept de piège écologique est relativement récent dans la littérature scientifique et il désigne les cas où les informations apportées par un environnement ne coïncident pas avec sa qualité. En général, les animaux se basent sur des tas d'informations afin de choisir le meilleur endroit pour s'y établir. Dans la nature, ça se passe relativement bien puisqu'ils sont bien adaptés à interpréter l'environnement, donc tout roule. Mais en ville, beaucoup de paramètres sont modifiés et les animaux se retrouvent à faire de mauvais choix. En mode « Ah, ça a l'air cool ici, on va y faire notre nid, on aura des enfants, il y aura de la nourriture à profusion, on y vivra bien. » Un exemple hyper connu et assez dramatique, c'est la polarisation de la lumière. Des éphémères, des libellules et de très nombreux autres insectes pondent normalement dans des petites flaques d'eau, des mares et des lacs. Pour savoir où pondre, ils utilisent la polarisation de la lumière. En ville, certains asphaltes renvoient de la lumière dont la polarisation est horizontale. Pour nous, ça change rien, mais pour un éphémère, c'est un signal qui lui indique que c'est un super spot où pondre ses œufs. Sur la route, donc, chez les mésanges, c'est encore plus vicieux. Ces oiseaux nichent généralement dans les cavités naturelles, souvent des trous entre les branches d'un arbre. Les mésanges nourrissent leurs petits avec des chenilles qu'ils trouvent sur les feuilles des arbres, et pour elles, plus le trou est grand, plus l'arbre est grand, et plus il y a de chenilles. Bref, plus le trou est grand, plus il pond d'œufs. Le problème, c'est qu'en ville, la plupart des cavités sont généralement grandes et les mésanges ont tendance à pondre beaucoup d'œufs en croyant à tort qu'il y a de la nourriture à profusion. Sauf que non, et les parents galèrent à nourrir les nichés et les oisillons finissent souvent comme repas pour les rats. Depuis des années, les chercheurs accumulent des exemples de ce type où la ville représente un piège pour les animaux, que ce soit des papillons qui se font piéger par des guêpes dans les jardins des gens, des tortues qui se dirigent vers les lampadaires des bords des routes au lieu d'aller vers le clair de lune qui se reflète sur la mer, et ainsi de suite. Les singes de Lopburi sont bien en ville. Ils souffrent un peu d'obésité, c'est sûr, mais leur population se porte bien et ils ont plein de touristes avec qui s'amuser quand ils s'ennuient. De la nourriture comme s'il en pleuvait, pas de prédateurs, ils vivent sans doute des vies largement moins difficiles que celles de leurs cousins de la forêt. Et tout ça m'a fait réfléchir à trois choses. Premièrement, l'urbanisation ne ralentit pas. Enfin, en Europe peut-être, mais ailleurs dans le monde, pas du tout. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité vit dans des villes, mais cette proportion sera de 3/4 en 2050. L'Afrique ou l'Asie du Sud-Est sont encore en train de vivre un exode rural et ce sont des zones de la planète avec une extrêmement grande biodiversité. Donc il va y avoir un challenge énorme pour réussir à faire cohabiter de très nombreuses espèces avec l'architecture urbaine. Et beaucoup d'entre elles vont devoir adapter leur comportement à ces futures mégalopoles tropicales. Ça va être un domaine d'étude très intéressant dans les années qui viennent, je pense. Deuxièmement, les villes sont des écosystèmes si différents qu'elles pourraient bien avoir un impact évolutif sur les espèces qui y vivent, et peut-être même faire émerger de nouvelles espèces. Mais ça, ce sera pour un autre épisode.
Et enfin, le dernier truc, c'est que nous aussi, nous sommes des primates dont la majeure partie de l'évolution s'est déroulée dans des milieux très très différents des villes. Le cerveau du paléolithique qui gigote dans notre boîte crânienne n'a vraiment pas été sélectionné pour gérer toutes les informations qu'il y a dans une mégalopole. Alors heureusement, on est adaptable, mais il y a quand même un gros décalage. Et tout ça me fait me dire qu'en essayant de rendre les villes un peu plus facilement habitables pour d'autres espèces d'animaux, on pourrait accidentellement les rendre un peu plus sympas pour nous aussi, au passage. Merci d'avoir regardé cet épisode. Malheureusement, ce type de projet est franchement menacé en ce moment. Je vais essayer de résumer la situation de la façon la plus concise possible. C'est parti. Donc, YouTube a démonétisé ma chaîne en décembre et rien ne semble vouloir les faire changer d'avis. Malgré le cancel, la réputation médiatique et tout le reste, j'ai voulu continuer à faire des vidéos, déjà parce que j'avais encore plein de trucs à raconter, et d'autre part parce que je considère la situation plutôt extrêmement injuste, donc c'était aussi une façon de dire que je pouvais dépasser tout ça. Et de me le dire à moi-même, peut-être aussi, au passage. Je sais pas. Bref, je me suis lancé dans un projet qui me trottait dans la tête depuis un moment, à savoir faire des vidéos avec ce concept de un lieu et un phénomène scientifique intéressant. La science est partout et je voulais le montrer en allant en Thaïlande pour parler des piments ou des macaques qui utilisent du fil dentaire, en allant au Japon pour parler des bombes qui changent la composition de l'atmosphère, mais aussi au Vietnam, à Taïwan, à Hong Kong, etc., etc. Tout ça a été écrit et filmé et il me reste un gros boulot de montage pour vous offrir tout ça gratuitement et sans pub. Ah bah oui, sans pub parce que la chaîne est démonétisée, du coup j'ai pas trop le choix. Le plan était de sortir 2 vidéos par mois, donc carrément doubler le rythme par rapport à ce que je faisais avant d'embaucher des monteurs. L'idée était de faire des formats plus courts pour relancer l'activité de la chaîne et au passage éventuellement séduire l'algorithme de suggestion et essayer de retrouver les vues d'avant qui sont aujourd'hui divisées par 2 ou 3. Comme ma seule source de financement, c'est-à-dire vos dons, est mensuelle et que je sors 2 vidéos par mois, ça revenait à faire que les vidéos coûtent plus cher à produire que ce qu'elles n'apportent. Mais bon, je me disais que ce pari un peu risqué serait un jour compensé par une autre source d'argent, les OPSP. Et c'est effectivement ce qui a fini par arriver avec une OP pour HelloFresh qui s'est invitée dans une vidéo sur les piments. La marque était contente, j'étais content, mon comptable était content, tout le monde souriait et la vie était belle. Quelques heures après la mise en ligne de la vidéo, des personnes connectées à l'article Mediapart ont trouvé la situation inacceptable et ont lancé un petit shitstorm sur Twitter en encourageant au boycott. Pas de ma chaîne, bien sûr, parce que c'était déjà fait depuis longtemps, mais de la marque, qui a fini par rétropédaler et qui m'a demandé d'enlever l'OP de la vidéo. Les créateurs qui font partie du programme partenaire de YouTube ont accès à des outils d'édition qui leur permettent de modifier un peu les vidéos déjà postées, et c'est ce que je m'apprêtais à faire, mais je me suis fait jeter du programme partenaire en décembre dernier avec la démonétisation, donc j'ai été forcé de supprimer la dernière vidéo tout entière avec toutes ses vues, vos commentaires et ainsi de suite. Quand j'ai remis la vidéo en ligne sans l'OPSP, vous avez été très nombreux et nombreuses à dire que vous trouviez la situation insupportable. J'ai évidemment un avis plutôt marqué sur la situation, mais au lieu de discuter du cancel, de la justice populaire ou des mécanismes de groupe, j'ai plutôt envie de vous rappeler un truc très important. Ce boycott a été agité par quelques centaines de personnes à tout casser, alors que la vidéo a été regardée par des centaines de milliers. Vous faites probablement partie d'une minorité silencieuse qui regarde les vidéos sans nécessairement les commenter, ni soutenir la chaîne financièrement. Aujourd'hui, la situation est limpide. Vous avez le pouvoir de décider si cette chaîne survit ou pas. Je pense pas que beaucoup de marques seront prêtes à tenter l'aventure d'un shitstorm Twitter juste pour avoir le plaisir de faire leur pub ici. Je pense pas non plus que YouTube remettra la monétisation de bon cœur et il n'existe vraiment, définitivement pas d'autres plateformes alternatives. La preuve, vous êtes là et pas sur Dailymotion. Autrement dit, il ne me reste plus qu'une seule source de financement, et c'est vous. Les dons sur Tipeee sont la dernière chose qui me permet de produire régulièrement des vidéos et de tenter d'en faire des projets qui soient ambitieux ou originaux. Donc voilà, si jamais vous vous êtes déjà dit « Tiens, elles sont cool ces vidéos », ou que vous pensez que ça vaut bien le coup d'y investir le prix d'un café ou d'une bière par mois, honnêtement, n'hésitez plus à soutenir la chaîne sur Tipeee. Parce que probablement, après, il sera trop tard. Voilà, je vous mets le lien dans la description et dans tous les cas, je vous remercie énormément de votre soutien dans les commentaires. Ça m'a vraiment fait plaisir. Vous êtes très cool. À la prochaine. Salut.